Rebonjour les sixièmes, donc deuxième capsule et dernière capsule donc sur Athènes et la démocratie. Donc là je vais faire un focus sur la toute dernière partie, donc le grand B du grand 2. Grandeur puis déclin d'Athènes. Donc là on est plutôt sur une période qui est le 4e siècle avant Jésus-Christ. Je vais me concentrer sur le principe de séparation des pouvoirs qui permet de comprendre ce que c'est qu'une démocratie. C'est le point le plus important de cette deuxième partie du cours. C'est à la fois simple et compliqué. Il y a une idée très simple, déjà, par laquelle il faut commencer. Pour bien comprendre le principe général, le régime démocratique repose sur la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire qu'il faut éviter au maximum qu'une seule personne se retrouve avec tous les pouvoirs. Parce que si une seule personne se retrouve avec tous les pouvoirs, la tentation pour elle sera très grande d'en abuser et de mener une politique qui ne va pas forcément dans l'intérêt de la majorité ou qui ne correspond pas forcément à la volonté de la majorité. Autrement dit, on peut avoir tendance à se comporter comme un dictateur ou en tout cas de manière très autoritaire. Le régime démocratique cherche, lui, à éviter ce problème-là. Et pour cela, donc, procède à ce qu'on appelle une séparation entre les trois pouvoirs qui sont le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir juridique. Là encore, vous allez pouvoir faire éventuellement une petite pause et vous saisir de votre répertoire, parce que théoriquement, donc, vous avez noté ces définitions, puisqu'elles figurent à la fin du cours que je vous ai livré. Mais on va les reprendre ensemble parce que même si vous les avez notées, vous ne les avez pas forcément bien comprises. Je vais commencer par le pouvoir le plus direct, c'est le pouvoir exécutif. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de pouvoir exécutif et qu'est-ce que ça veut dire? Le pouvoir exécutif, c'est le pouvoir d'appliquer les lois ou de les faire appliquer. C'est le rôle, par exemple, aujourd'hui du président de la République ou du Premier ministre ou d'un ministre. Donc théoriquement, là c'est un peu comme à l'armée, on ne demande pas l'avis des gens, la loi elle a déjà été votée, donc l'objectif c'est de l'appliquer. C'est pour ça qu'à l'armée on dit souvent, quand on donne un ordre, exécution. L'ordre il n'est pas là pour être débattu, il n'est pas là pour être discuté, il est là pour être exécuté. Donc ça permet de comprendre un peu le sens de l'expression pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif donc, fait appliquer les lois ou applique les lois. Il a aussi la possibilité de décréter des lois. Je dis bien décréter. Il ne les fait pas automatiquement voter, il les décrète, c'est-à-dire que les gens qui ont le pouvoir exécutif, dans une certaine mesure, on leur accorde une certaine confiance parce qu'on part du principe que dans certaines situations, on n'a pas le temps de discuter, on n'a pas le temps de débattre. Il faut que les bonnes personnes au bon endroit et au bon moment prennent les bonnes décisions. C'est notamment particulièrement le cas sur un champ de bataille. C'est un cas de figure que notamment Périclès, qui a été un grand stratège, connaît bien. Sur un champ de bataille, il faut prendre une décision dans l'instant. 5 minutes ou 10 minutes plus tard, la bataille elle peut être terminée. On n'a pas le temps d'aller consulter par exemple l'Assemblée pour lui demander son avis. Donc ça c'est le pouvoir exécutif, donc je répète, application des lois et éventuellement décréter certaines lois ou en tout cas prendre des décisions sans demander l'avis de qui que ce soit parce que dans certains cas c'est pas possible autrement. Mais attention, en démocratie, ce pouvoir exécutif, il n'est pas tout seul, c'est pour ça qu'on est en démocratie. Ce pouvoir exécutif, il doit composer avec ce qu'on appelle le pouvoir législatif, qui traditionnellement est le pouvoir des assemblées, dont le rôle est de discuter et voter les lois. Donc déjà, on fait la distinction entre ceux qui appliquent les lois et ceux qui les produisent. C'est une première forme de séparation des pouvoirs, c'est une première forme d'équilibre entre deux pouvoirs. Dans l'organigramme qui figure dans la fiche d'activité que je vous ai envoyée. Parce qu'il y a un organigramme, c'est-à-dire un schéma qui représente notamment la répartition des pouvoirs à Athènes, comment ça fonctionne, comment ça s'articule. Vous avez travaillé là-dessus, je vous ai également fourni une fiche de correction que j'espère vous avez consultée. Vous avez pu vous rendre compte que par exemple, ce rôle législatif, c'est le rôle de la boulée notamment, qui est la principale assemblée à Athènes à cette époque. Ce que vous avez pu remarquer aussi au passage, c'est que les membres de la boulée ne sont pas élus, mais ils sont tirés au sort. Et ça c'est intéressant, parce que ça permet d'éviter le risque de faire de la politique un métier. Je m'explique. Ça peut paraître bizarre au premier abord,
On se dit tirer au sort pour exercer une fonction importante, ça peut paraître un peu léger, un peu surprenant. En fait, c'est assez logique d'une certaine façon. Quand vous êtes élu ou réélu, vous pouvez prendre goût au pouvoir et même ne plus avoir du tout envie de le lâcher. Ça peut favoriser notamment ce qu'on appelle la corruption. C'est pour ça que le principe du tirage au sort peut avoir un avantage, parce que d'abord, bon, vous allez exercer cette fonction pendant un certain temps, mais pas éternellement, et puis surtout, ce qui se passe aussi, c'est que comme vous êtes là pour vous mettre au service de la cité, vous n'êtes pas là pour vous en servir. Ça, c'est très important. En gros, siéger à la Boulée, c'est une responsabilité, et c'est d'abord une responsabilité, c'est pas une récompense, a priori. C'est pour ça que on peut parler, dans ce cas précis, d'un cercle vertueux, c'est-à-dire que on essaie de faire en sorte d'éviter la corruption et d'éviter de faire en sorte que la politique devienne un métier. Ce que l'on peut également ajouter, donc c'est le troisième pouvoir, donc, qui assure l'équilibre total, c'est le pouvoir juridique qui vient donc s'ajouter au pouvoir exécutif et au pouvoir législatif. Alors le pouvoir juridique, c'est le pouvoir des juges, c'est le pouvoir de juger, c'est le pouvoir d'interpréter les lois. C'est important ça, d'interpréter les lois, parce que une loi toute seule, on ne peut pas forcément l'appliquer si on ne prend pas connaissance du contexte. Selon les situations, selon les circonstances, une loi ne sera pas appliquée de la même façon. Donc ça, c'est le rôle des juges, et les juges, ils ont même la possibilité de contrôler aussi ce qui se passe au niveau du pouvoir exécutif et de vérifier si les gens qui sont au pouvoir exécutif respectent bien les lois qui existent déjà. Donc ça veut dire qu'il y a ce principe d'équilibre, de contrôle entre les trois pouvoirs. La séparation des pouvoirs, le partage des pouvoirs, c'est la clé pour comprendre comment fonctionne une démocratie, et ça marche plutôt pas mal à Athènes à l'époque. Voilà, j'ai une dernière précision à faire, je l'ai noté également dans la trace écrite, c'est que le système de citoyenneté à Athènes va finir par provoquer le déclin d'Athènes. Pourquoi ? Parce que, comme vous l'avez compris, donc, la plupart des citoyens se battent, et comme il y a beaucoup de guerres dans lesquelles Athènes est engagée, à un moment donné, il n'y aura tout simplement plus assez de citoyens, parce qu'il y en a trop qui sont morts au combat, pour continuer d'animer la vie politique de la cité, le dynamisme de la cité. Donc en fait, le piège se referme d'une certaine manière sur Athènes, et à la fin du IVe siècle, on peut considérer que Athènes a vraiment beaucoup perdu de sa grandeur, et son âge d'or sera désormais derrière lui. Voilà. Alors j'ai terminé cette deuxième capsule, j'ai pas grand chose à ajouter concernant ce cours. J'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à faire des commentaires en dessous de la vidéo pour toute question ou pour toute réflexion. Il n'est pas exclu que je fasse une troisième vidéo pour revenir sur les questions ou les commentaires que vous aurez fait. Je vais peut-être y répondre directement sur YouTube, mais si je juge que c'est important de faire une nouvelle vidéo, j'hésiterai pas à le faire. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura été utile. Je vous souhaite très bon courage, portez-vous bien et à très bientôt.